Dans l'actualité ce soir, une avancée importante dans la lutte contre la grippe A en France. L'Institut Pasteur a mis au point un test de détection rapide. Il ne faut plus que 12 heures pour être fixé. Faut-il assouplir les retraits de points de permis de conduire pour les petits excès de vitesse? Une proposition de loi en ce sens sera discutée après-demain au Sénat. Le débat est relancé. Un nourrisson enlevé dans une maternité à Sarcelles près de Paris. Le bébé a pu être récupéré quelques heures plus tard dans un autre hôpital. Le détail dans un instant. Nicolas Sarkozy se lance dans la campagne des européennes. En visite à Nîmes, il plaide pour une Europe exemplaire sur la régulation financière et vante son bilan à la présidence de l'Union. 1% des enfants seraient touchés. Face à l'autisme, la méthode ABBA venue des États-Unis rencontre l'adhésion des familles. Nous avons suivi mois après mois les progrès saisissants d'un enfant. C'est le dossier de cette édition. Enfin, les fameuses calanques de Marseille à Cassis deviennent la 10e merveille de France. Le classement en parc national a été lancé ce matin au journal officiel. Bonsoir et bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, ces pluies diluviennes en Martinique. Il y a 2 morts au moins, des trompes d'eau se sont abattues sur la plus grande partie du département. Arnaud Comte. En une demi-journée, il est tombé par endroits jusqu'à 31 cm de pluie. De nombreux cours d'eau sont sortis de leur lit. Le paysage prend parfois des allures de marécage. On n'a jamais vu ça ici. Carrefour, tout est bouché. Non. On ne connaît pas ça ici. Non, rien du tout. Les principaux axes routiers de l'île sont coupés et les Martiniquais invités à rester vigilants. Certains habitants se sont retrouvés coincés chez eux, piégés par la subite montée des eaux. 4 personnes ont été blessées et 2 hommes ont perdu la vie. Le premier dans sa maison à Saint-Esprit. Plus au nord, à Sainte-Marie, un automobiliste qui tentait de traverser une rivière a lui été emporté. Un hélicoptère survole les zones les plus sinistrées et procède parfois à des élitreyages. Par sécurité, de nombreuses écoles et administrations sont restées fermées aujourd'hui. Dans le nord de l'île, 20 000 personnes sont ce soir privées d'électricité. Un transformateur a été inondé. On en vient maintenant à la grippe A avec, je vous le disais, ce nouveau test désormais disponible en France. Il a été mis au point par l'Institut Pasteur et il va grandement faciliter la prévention et les soins. Il permet de détecter le virus en 12 heures seulement. Florence Bouqui à Dominique Bonnet. C'est ici, sous haute sécurité, que le test de détection du virus A H1N1 vient d'être mis au point. Depuis une semaine, le code génétique du virus, son empreinte en quelque sorte, était identifié. Les biologistes de l'Institut Pasteur cherchaient depuis à accélérer le dépistage. On n'identifie pas plus de cas, on diminue en fait le temps de réponse, ce qui permet d'indiquer au clinicien plus rapidement si la personne est atteinte ou pas du virus grippal et que lui entame les procédures établies. Nouvelle procédure également pour les avions en provenance du Mexique. Plus aucun vol n'atterrit à Orly. Les flottes d'Aéromexico et Air France débarquent ici, dans un aérogare jusque-là non exploité. La Croix-Rouge les prend en charge s'ils le souhaitent. Un rien surprenant pour ces passagers qui ce matin étrennent ce dispositif exceptionnel. Je ne comprends pas le fait qu'on puisse être reçu de cette forme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux dire, c'est une grippe, c'est quand même pas la peste. Je crois qu'il y a beaucoup plus de panique qu'il devrait y avoir. Bien entendu, il faut prendre des précautions d'usage. Des précautions en vigueur jusqu'à ce que l'OMS revoie à la baisse son seuil d'alerte. La France qui compte toujours 4 cas confirmés et 7 probables. Alors même si les derniers avis sont plutôt rassurants, tout est fait pour faire face à une éventuelle pandémie. Ainsi, les 8 usines de masques de protection tournent désormais à plein régime. À Roanne, reportage Virginie Fichet, Jean-Claude Martin. On en positionne un en haut, au fait du crâne, l'autre en dessous des oreilles. Des masques de protection comme celui-ci, cette entreprise s'apprête à en fabriquer 420 000 par jour. Une croissance d'activité de 50% justifiée par une demande exponentielle. Des pays étrangers qui n'ont pas fait un plan comme la France et qui tout d'un coup veulent rattraper leur retard de façon la plus rapide possible. Et puis aussi de la part de grandes entreprises, de grandes administrations. 20 employés supplémentaires, la mise en place des 3-8 d'ici lundi prochain. Dans les ateliers, la grippe A déclenché l'effervescence. Ça demande de travailler vite, d'être réactif, de travailler bien.
Depuis l'alerte grippe aviaire en 2006, le groupe a fabriqué 50 millions de masques pour l'État. Des masques dont l'efficacité de protection atteint 94%. Vous avez ici le millefeuille composant le masque, dont le média filtrant composé de fibres polypropylène. Ces fibres sont chargées électrostatiquement, ce qui permet de retenir de façon plus importante les particules. Ce second piège électrostatique diminue au fil des années. En conditions de stockage, son efficacité n'est donc plus garantie au-delà de 4 ans. Quant au masque utilisé, lui doit être changé toutes les 8 heures. L'Organisation mondiale de la santé a livré aujourd'hui les derniers chiffres. On compte 1400 cas confirmés dans le monde, 30 décès imputables directement au virus. Les États-Unis se disent, je cite, prudemment optimistes. Et au Mexique, vous le voyez, on se prépare à rouvrir les bars et les restaurants. Ces lundi et mardi étaient fériés. Une vie presque normale va donc reprendre son cours dès demain. Dans un pays, en revanche, l'ambiance est tout autre. L'Égypte, vous le savez, a décidé d'abattre tous les porcs. Un immense gâchis puisque cette décision n'a aucune justification sanitaire. Mais le gouvernement semble avoir profité de la situation pour s'en prendre à la minorité chrétienne qui seule consomme et élève les animaux. Samassoula. Le quartier le plus pauvre du Caire où officiait Sœur Emmanuel. Petite enclave chrétienne en pays musulman, devenue terre de résistance des éleveurs de porcs qui appartiennent à la minorité copte. Ils affrontent violemment la police pour ne pas voir leurs cochons abattus pour de mauvaises raisons. Ils ont vu que cette voiture appartenait à un chrétien qui allait à l'église. Et la police, les hommes du gouvernement censés nous protéger, ont brisé la vitre. Les autorités de notre pays ont jeté la Sainte Bible par terre. J'en suis témoin. Au Caire, ce que l'on appelle les abaléines, littéralement ceux qui ramassent les ordures pour nourrir les porcs, sont convaincus que les arguments sanitaires invoqués par les autorités ne sont que prétextes. Le but serait de les persécuter et de donner des gages à l'opposition islamiste des frères musulmans en lutte contre l'élevage de porcs. Ils sont venus faire des prélèvements sur nous et sur les porcs. Et ils n'ont rien trouvé, alors pourquoi les abattre? On a élevé des cochons de père en fils de cette manière. S'ils veulent qu'on arrête, qu'ils nous construisent des fermes. Les autorités auraient proposé une indemnité de 14 à 30 euros par animal abattu. L'Égypte, très touchée par la grippe aviaire depuis des années, cherchait à s'attaquer à ces élevages insalubres. La grippe A semble lui avoir donné une opportunité radicale, même si aucun cas de grippe A n'a été détecté. Retour en France avec un débat relancé sur un sujet sensible. Il concerne le permis de conduire. 2 parlementaires ont déposé une proposition de loi pour supprimer les retraits de points en cas de petit excès de vitesse, c'est-à-dire inférieur à 5 km/h. Le texte sera discuté après-demain. Et comme toujours en cette matière, il provoque des réactions passionnées. Frédéric Monteil, Éric Mézy. Se faire flasher pour de petits excès de vitesse, c'est devenu une habitude pour les Français. 55 km/h au lieu de 50, c'est 90 euros, un point en moins et un peu plus de mécontents. 2-3 km/h de plus, ouais, c'est vrai. On ne peut pas avoir tout le temps le nez sur le tableau de bord, quoi. Donc ça, c'est vraiment excessif. Un point de moins pour 91 contre 90, c'est un peu abrupt. Oh, je suis le spécialiste de ça. Je fais 112 contre 110, ça fait 3 points de moins. On paye une amende, je suis d'accord. Mais qu'on nous enlève des points et un point pour ça, je trouve que c'est un peu excessif. Un avis partagé par 71% des Français. C'est pourquoi Bernard Renès, député UMP, veut déposer un projet de loi. Pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, il envisage de supprimer le retrait des points tout en maintenant la contravention. 120 parlementaires de la majorité se disent prêts à le suivre. Ce n'est pas pour autant qu'on ait un danger potentiel sur la route parce qu'on a dépassé de quelques kilomètres la vitesse. En revanche, les associations des victimes de la route craignent de nouveaux accidents. Nous sommes contre cette proposition, tout simplement parce que toutes les études françaises et étrangères montrent que dès que la vitesse augmente, le nombre de tués augmente. 1 km/h de vitesse moyenne en plus, c'est 4% de tués en plus sur la route. Donc ce serait un retour en arrière par rapport à ce qu'on a obtenu comme résultat, tous les Français, tous les conducteurs ces dernières années. Pour l'instant, le gouvernement maintient le retrait des points. Le texte de loi sera débattu au Sénat le 7 mai. Une nouvelle affaire de rapt dans une maternité. C'est la 2e tentative en moins de 2 semaines. Un nourrisson a été enlevé dans sa chambre dans un hôpital de Sarcelles alors que sa mère s'était absentée quelques instants. Par chance, la femme qui l'avait kidnappé a été interpellée quelques heures plus tard seulement dans une autre clinique avec le nouveau-né. Franck Genozo, Bruno Vigne.
En milieu de journée, à l'hôpital de Sarcelles, la maman du petit Yanis s'absente un instant de sa chambre. En y revenant, son fils, qui n'a que 2 jours, n'est plus dans son couffin. Le personnel de l'hôpital donne l'alerte. Très vite, une jeune femme est repérée. La femme apparemment aurait volé une blouse et se serait introduite dans la chambre. La maman s'étant momentanément absentée et est partie avec le bébé, mais elle a été vue en train de sortir de l'établissement, donc on lui a tout de suite couru après, mais Sarcelles étant fait d'immeubles, de petites ruelles, on n'a pas réussi à la retrouver nous-mêmes. La ravisseuse est sortie par la porte des urgences, mais à cet endroit, il y a des caméras de vidéosurveillance et très vite, elles permettent d'identifier la jeune femme. Quelques minutes plus tard, elle se présente dans une autre maternité et prétend avoir accouché à domicile. Suspect pour les médecins. Prise en photo, elle est reconnue par le personnel de l'hôpital de Sarcelles et aussitôt arrêtée. Le bébé est en bonne santé. Un enlèvement qui en rappelle un autre quasi identique il y a 15 jours en Gironde. Une femme de 21 ans, en mal d'enfant, avait tenté d'enlever un nourrisson. Elle avait été interceptée in extremis par 2 membres du personnel alors qu'elle tentait de quitter l'hôpital. De nouveaux progrès dans la compréhension de l'autisme. C'est une confirmation. 3 études américaines apportent les éléments les plus solides à ce jour sur l'importance du facteur génétique dans ce trouble du comportement qui se traduit notamment, vous le savez, par un repli sur soi. Et dans le même temps, la France expérimente depuis 1 an une méthode largement reconnue aux États-Unis, en Norvège ou en Angleterre, mais qui reste controversée chez nous, la méthode ABBA. Eh bien, vous allez le découvrir, les résultats sont souvent saisissants. L'une de nos équipes a suivi mois après mois les progrès d'un enfant, un miracle pour sa famille. C'est le dossier de cette édition, il est signé Laetitia Legendre et Frédéric Capron. Enfermé dans un monde à lui, Evan, 4 ans, est autiste. Nous sommes en septembre dernier, le petit garçon ne parle pas. Pas de regard, beaucoup de colère. Il porte encore des couches, n'accepte que les biberons. Pour les parents, un combat permanent. Il faut que ce soit lui qui vienne dans notre monde à nous, et pas nous qui devons aller dans son monde à lui. Parce que dans son monde à lui, pour lui il y a peut-être quelque chose, mais pour nous il n'y a rien. Octobre, le travail vient de commencer avec les éducateurs. Une nouvelle méthode importée des États-Unis, l'ABA. Et les cheveux de papa. Une stimulation permanente, avec récompense, félicitations. Tout commence par le regard et l'apprentissage de gestes simples. Le but, réduire ses crises d'angoisse et lui apprendre ce que les autres enfants découvrent naturellement. Avant, les stylos, en fait, il s'en servait. Enfin, il jouait avec, mais il se les passait sur le visage, en fait. Il n'avait pas l'utilité de faire des dessins avec. C'est vraiment un grand changement. La cuillère, à présent, Evan doit la maîtriser. Oh, tu manges bien. Entre chaque bouchée, la récompense, une gorgée de soda. Une méthode contestée par certains médecins, les éducateurs la défendent. On fonctionne tous pareil. Donc nous aussi, tous les comportements qu'on a appris, on les a appris parce qu'on a été récompensés à un moment ou à un autre, quoi. Sauf que pour les enfants autistes, il faut plus de temps, beaucoup plus répété. Au bout de quelques semaines, de vrais progrès sont déjà là. Evan finit son assiette. En 1 mois, il a pris 1 kilo et commence à regarder, à échanger avec les adultes. C'est surtout au niveau communication, parce que maintenant, il commence à parler. Donc déjà, on le comprend, il nous comprend. Donc ça change vraiment tout, quoi. Que fait maman? Janvier, incroyable. Evan, au beau milieu d'une classe, en maternelle, 2 matinées par semaine. La présence des autres enfants, il l'a vite acceptée. Il obéit à la maîtresse, sans crise ni colère. Avec son éducatrice, il dessine désormais tout seul son bonhomme de neige. Oh, il est joli ton bonhomme, Evan. Il doit discuter avec nous, répondre à des questions, jouer avec nous à un jeu de société qui est quand même moins plaisant que la Nintendo ou la télé. Donc forcément, pour lui, c'est des petites contraintes. Mais je veux dire, ça reste agréable pour l'enfant. Attentif en classe, autonome à la maison. Evan, qui portait des couches, est maintenant propre jour et nuit. Les éducateurs évaluent ses progrès quotidiennement. Très bien, madame. À chaque étape, les parents apprennent comment accompagner leur fils. L'éducation repart de zéro, c'est toute la famille qui doit s'impliquer.
Le but, c'est pas qu'on soit là tout le temps, quoi. Hein. C'est aussi que les parents, ils sachent faire ce que nous on fait, quoi. Avec nous, les limites sont pas les mêmes en fait, puisque si c'est qu'en râlant un peu plus, peut-être qu'il va arriver à échapper, donc c'est plus difficile. Avril. Même si Evan se perd encore un peu, il suit si bien en classe que l'école va l'accueillir une matinée supplémentaire. L'éducatrice le récompense par des caresses ou des bonbons. Il parle de mieux en mieux. Qu'on est bien. Un petit garçon qui prend plaisir à être avec les siens. Les aliments solides qu'il refusait obstinément, il les mange sans problème. Sa mère ne le reconnaît plus. Il commence à faire des bêtises. Ah, il nous nargue carrément, hein. Du style, il est dans sa baignoire, et puis il prend un petit pot d'eau, il me regarde et dit « on peut pas ». Et puis il jette le petit pot d'eau par terre. C'est rigolo, hein. Bon, bien sûr, je n'ai pas toujours ravi, mais quelque part je me dis « oh chouette, tu fais des bêtises ». Se raconter des histoires. Jouer simplement, comme les autres enfants. Des victoires inimaginables il y a 6 mois qui permettent à cette famille de faire à nouveau des projets. Prise en charge par les pouvoirs publics, ce programme coûteux plus de 2 000 € par mois est réservé pour le moment à une vingtaine d'enfants et ne convient pas à tous les autistes. Pour les parents d'Evan, le combat commence tout juste. Mais désormais, ils ont l'espoir de voir leur fils s'ouvrir sur la vie. En bref, une deuxième journée de blocage des prisons. Les surveillants réclament de meilleures conditions de travail et tentent d'empêcher les transferts des détenus. Nouveaux incidents avec la police, notamment ici à Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Des négociations ont démarré ce matin dans un climat tendu selon les syndicats. À l'Assemblée nationale, la garde des Sceaux, Rachida Dati, a été prise à partie par l'opposition dans un climat là aussi houleux. On écoute sa réponse. Depuis 1983, nous sommes en surpopulation carcérale. Je rappelle que sous les gouvernements socialistes, aucun programme de construction de prisons n'a été entrepris. Aucun. Donc, vous pouvez effectivement évoquer l'amélioration des conditions de détention. On se calme, oui, nous n'avons pas des prisons dignes de la France. Mais messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les parlementaires de l'opposition, fallait pas vous gêner, fallait construire des établissements pénitentiaires, fallait aménager les peines, parce que nous avons une politique pénale ferme. Le député socialiste Bernard Cazeneuve a repris ensuite la parole. Il a précisé que le gouvernement de Lionel Jospin avait construit 7 prisons entre 1997 et 2002. Toujours à propos de justice, une journée importante au procès du gang des barbares. La Cour s'est penchée sur les complicités au sein de la bande. Beaucoup ont en effet assisté au calvaire d'Ilan Halimi, enlevé, torturé pendant 3 semaines, puis laissé pour mort, alors qu'une seule parole aurait suffi à tout arrêter. Au centre des débats notamment, la jeune fille qui a servi d'appât. Fanny Stenler, Emmanuel Morel. Yalda, un prénom d'origine iranienne. Cette jolie brune est l'un des appâts dont va se servir Youssouf Fofana, la plus douée selon lui. C'est elle qui a séduit et entraîné Ilan Halimi le soir de son enlèvement. Quand Youssouf Fofana la repère, elle est âgée de 17 ans et scolarisée dans cet internat pour enfants difficiles situé à quelques kilomètres de Bagneux. Son père est resté en Iran. Elle vit alors en région parisienne avec sa mère et sa sœur. Depuis 3 ans, Yalda est en prison. C'est là qu'elle a rencontré ses 2 amis venus la soutenir lors du procès. Ils lui ont dit ouais, t'es une jolie fille, vas-y, tu vas appâter le mec, tu vas nous le ramener. Moi à 17 ans, c'est pas pour faire du mal, mais on me dit voilà, il y a un billet à prendre, vas-y, il n'y a pas de mal, il n'y a personne qui va avoir du mal. Je vais me dire moi aussi je vais y aller, pourquoi pas. Elle-même elle dit je vais brûler en enfer pour ce que j'ai fait. Donc ça prouve vraiment que ça l'a touché quoi. Un jour j'ai réussi à rentrer dans sa cellule, j'ai vu le mur de Emma, il y a la photo de Ilan sur le mur de Emma. Elle dort avec sa photo accrochée à côté d'elle. Michael Douyeb a lui aussi été piégé par une jeune femme de la bande de Youssouf Fofana. Il a réussi à s'échapper. Mais il n'oublie pas qu'il avait face à lui un appât déterminé et libre de ses actes. Elle savait pertinemment ce qu'elle faisait. Lors de l'agression, si vous voulez, on a des images qui nous reviennent parce que ça va très très vite, 4 personnes qui vous assomment et qui essaient de vous assommer. Et vous avez eu de sa part un sourire narquois que j'ai aperçu et qui représentait un peu le sourire du travail accompli.
Et pour la famille Halimi, pas question de croire que les appâts de Youssouf Fofana ont été manipulés. Cette femme est avec Fofana le pilier de l'affaire. C'est elle qui choisit Ilan Halimi. C'est elle qui l'attire dans le guet-apens. C'est elle qui s'en va en l'entendant pousser un cri terrifiant. Depuis le début du procès, les mères de ces jeunes femmes sont venues témoigner de leur désarroi face aux gestes de leur fille. L'actualité sociale, il y aura bien une suite aux manifestations unitaires du 1er mai. Les syndicats ont décidé hier soir d'organiser 2 nouvelles journées de mobilisation. L'une à la carte entre guillemets, le mardi 26 mai, et l'autre accompagnée d'un appel général à manifester, ce sera le samedi 13 juin. Emprunter pour vivre à la crise fait monter le surendettement à des niveaux records en France. Les chiffres du mois de mars viennent de tomber. Près de 22 000 dossiers ont été déposés auprès de la Banque de France. C'est sans précédent. Voici l'exemple assez représentatif du surendettement d'aujourd'hui. Il s'agit d'une femme, elle a connu un divorce, la perte de son emploi aussi. Denis Sébastien et Philippe Fivet l'ont suivi dans toutes ces démarches. Voici leur reportage. Vous vivez seul? Oui. Pas d'enfant à charge? Non. Vous êtes actuellement au chômage? Oui. La scène a lieu au tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse. Marinette Monet a une dette qu'elle ne parvient pas à rembourser. Après avoir déposé un dossier à la Banque de France, elle a été orientée vers l'audience de surendettement. Vous avez donc un passif d'environ 14 000 € déclarés. Ils m'ont envoyé un courrier aujourd'hui en me disant qu'ils m'enverraient le dossier la semaine prochaine. D'accord. Un divorce et le chômage. À 57 ans, Madame Monet cumule 2 des principales causes du surendettement. Le plus gros de sa dette, des crédits à la consommation pour renouveler son électroménager, avec des taux d'intérêt passés de 4 à 19%. Si je rembourse tout ce que je dois, là, j'en ai encore pour... même après ma retraite, j'en ai encore. Ça, c'est certain. Au niveau de vos biens, vous avez... rien du tout. Rien ni du maison, tout. ni voiture, rien. Un vélo. D'accord. Nous retrouvons Madame Monet un mois après l'audience. Elle est stressée. Pour elle, tout se joue maintenant. Dans quelques instants, elle sera fixée. C'est la greffière qui lui lit le jugement. Sa dette est effacée. Elle bénéficie de la procédure de rétablissement personnel, une sorte de faillite pour les particuliers. Ça redonne un peu d'espoir en se disant, ben voilà, ça va peut-être changer quelque chose. On va pouvoir vivre plus normalement, quoi, plus dignement déjà. Créée il y a 5 ans, cette procédure devait au départ rester exceptionnelle. Lorsque l'effacement est prononcé, les créanciers perdent toute chance d'être payés. On estime que de toute façon, leurs débiteurs n'auraient jamais pu rembourser. Voilà, les compteurs sont remis à zéro, donc ça leur permet de repartir sur des bases saines. Voilà, donc bon, après, de toute façon, ça ne leur créera pas de ressources. Hein. Il faudra de toute façon qu'après, ils essayent de vivre avec le peu de ressources qu'ils ont. Alors, c'est ça, 16,80 €. Désormais débarrassée de ses dettes, Marinette Monet doit continuer à vivre avec à peine 700 € par mois. Comme elle, aujourd'hui, 22% des dossiers de surendettement sont orientés vers la procédure de rétablissement personnel et un éventuel effacement. La politique, Nicolas Sarkozy se lance et s'investit dans la campagne des européennes. En visite à Nîmes tout à l'heure, il a plaidé pour une Europe exemplaire sur la régulation financière. Il a aussi vanté le bilan de sa présidence. Alix Bouyaguet, Nicolas Auer. Officiellement, ce n'est pas un meeting UMP. Officieusement, parmi les 4000 personnes venues écouter Nicolas Sarkozy, beaucoup de militants du parti et quelques curieux. Je viens surtout pour entendre ce qu'il va nous dire au sujet de la crise en tant que dirigeant d'entreprise et voir un petit peu si les choses vont bouger. Les sondages ont beau placer en tête l'UMP, le parti n'a pas encore bouclé ses listes et la campagne tarde à démarrer. Pour moi, elle n'a pas encore démarré. Et c'est pas un peu tard? Il semblerait peut-être, enfin je sais pas. C'est vrai qu'elle est lente hein, comme campagne. J'ai l'impression que les Français ne s'intéressent pas tellement aux européennes. Et mon Dieu, comme c'est important. Nicolas Sarkozy est certes venu parler d'Europe, mais avant tout, il est là pour vanter le bilan de ses 2 ans à l'Élysée. Depuis 2 ans, la France a eu le courage de se réformer. Depuis 2 ans, la France a bousculé les conservatismes qui, en la paralysant, la condamnaient à un déclin absolument irrémédiable. Et face à toutes les crises auxquelles elle a été confrontée, la France a pris le parti de l'action contre le parti du renoncement.
Quoi qu'il fasse, Nicolas Sarkozy sera tenu pour responsable du score de l'UMP, confirme un proche du chef de l'État. Il s'engagera donc pleinement dans la campagne. Il sera d'ailleurs dès dimanche à Berlin pour une réunion publique avec la chancelière allemande. Il est 20h22, restez avec nous. À suivre, inusable Silvio Berlusconi. On verra que malgré son fracassant divorce et tous les colibets, il reste le dirigeant européen le plus populaire dans son pays. Les calanques de Marseille et de Cassis deviennent la 10e merveille de France. Le classement en parc national a été lancé ce matin. Et puis Didier Deschamps à l'OM, l'ancien capitaine de la grande époque, entraînera Marseille la saison prochaine. D'abord donc l'Italie derrière Silvio Berlusconi. En Europe, à tort ou à raison, l'image du chef du gouvernement italien est mitigée. En France, elle suscite parfois la critique, voire les ricanements. Et bien sur place, à 71 ans, il garde une popularité à faire pâlir d'envie ses collègues. Et l'annonce tonitruante de son divorce n'y a rien changé. Arnaud Boutet, Philippe Jasselin. Pour sa première apparition depuis l'annonce du divorce, il ne déroge pas à la règle. Sourire légendaire, droit comme un i, Silvio Berlusconi, pour le côté court, accueille le chef de la diplomatie israélienne. Le côté cœur ressemble à un champ de bataille, par presse interposée. Les journaux de gauche penchent pour madame, les autres pour monsieur, et une partie de l'Italie se divise. Il faut s'attendre à tout avec cette famille. Cela ne me choque même pas, car c'est un acteur et cette histoire ressemble à un film. Je suis choqué par sa femme. Dans les moments importants, on ne fait pas ça. Il se vante et brandit un chiffre, 75% d'opinion favorable. Silvio Berlusconi multiplie pourtant les gaffes, comme lorsqu'il compare les sinistrés du tremblement de terre à des campeurs du week-end. Mais personne ne lui reproche. Après le tremblement de terre, il a rapidement débloqué de l'argent. Moi, je ne vois pas pourquoi on le critique. Il reste haut dans les sondages, car selon moi, il n'y a personne d'autre. Il fait de ses plaisanteries et désormais de sa vie privée une arme politique. Il amuse les gens, il a un côté entertainment, comme disent les Américains, c'est du spectacle, il fait du spectacle tout le temps. Et ça plaît? Hélas, oui. Le président du Conseil accuse la gauche de manipuler son épouse à un mois des européennes. La campagne ressemble déjà à une véritable comédie, y compris conjugale. À l'étranger encore et en bref, un carnage en Turquie lors d'une cérémonie de mariage dans un village de la campagne kurde. 44 personnes ont été tuées au fusil d'assaut, la plupart de sang-froid, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Il s'agirait d'un règlement de compte entre familles, un massacre qui vient rappeler la survivance des traditions féodales et des codes d'honneur dans ces régions. La visite à Paris du nouveau ministre des Affaires étrangères israélien, l'ultranationaliste Avigdor Lieberman. Ces derniers mois, il s'était fait remarquer par des propos extrêmes sur la séparation maximale entre juifs et arabes. Vous le voyez, des manifestations ont marqué sa visite à Bernard Kouchner au Quai d'Orsay. Bernard Kouchner qui a mis l'accent sur la poursuite du processus de paix. Et puis sachez que la France va accueillir un ex-prisonnier de Guantanamo, Lakhdar Boumedienne, un Algérien détenu pendant 7 ans avant d'être blanchi par la justice fédérale et libéré en décembre dernier. L'environnement, les fameuses calanques de Marseille à Cassis deviennent la 10e merveille de France. Le classement en parc national a été lancé ce matin au journal officiel. Après les Cévennes, les Écrins, la Guadeloupe ou encore la Vanoise, c'est donc un nouvel espace naturel qui sera totalement préservé. Explication Agnès Monteux. Elles sont célèbres pour leurs falaises de calcaire, les calanques. Un site exceptionnel, victime de son succès. 1 million de touristes viennent les admirer tous les ans. C'est trop pour la survie de milliers d'oiseaux qui y nichent et pour conserver des plantes qu'on ne trouve parfois qu'ici. Surfréquentation, pollution, nous sommes aux portes d'une grande ville, Marseille. Alors l'État vient de donner son feu vert pour créer un parc national qui pourrait protéger 11 000 m² de terre et 48 000 en mer. Le tracé sera définitif d'ici 1 an, avec des zones où le tourisme, la chasse, la pêche ou la plongée devraient être mieux encadrés. Ce qui est important, c'est de réglementer, d'éduquer les gens, de façon à ce qu'ils respectent le milieu, qu'ils respectent les sites. C'est un travail d'éducation qu'il faut faire. Au royaume des Cabanons, il aura fallu 10 ans de discussion pour faire passer cette idée. Les calanques deviendront le 10e parc national en France, avec 6 autres en métropole et 3 dans les dom-toms, dont la Guyane et la Réunion créés il y a 2 ans.
Sa particularité, il sera le seul à être à la fois terrestre et marin. Et toujours à propos d'environnement, retenez la date. Dans un mois, tout juste le 5 juin, sortira un film événement. Diffusion au cinéma et dans 54 pays. Et le jour même sur France 2, il s'agit du nouveau film de Yann Arthus Bertrand, Home. En voici les premiers extraits présentés aujourd'hui en avant-première pour nous. Nicolas Châteauneuf, Vincent Bouffartigue. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Raconter l'histoire extraordinaire de notre planète, rien qu'en la survolant. Montrer la vie sous toutes ses formes et les menaces qui pèsent sur elle. C'est le défi du film de Yann Arthus Bertrand, Home, en anglais La Maison, Notre Terre. Nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Tourné dans 54 pays, le film a nécessité plus de 18 mois de survol en hélicoptère, tous compensés carbone. Laisse-te remplir le cadre, voilà, comme ça, encore, monte pas encore, et tu montes, voilà. Grâce à une caméra stabilisée, le réalisateur a pu ramener des images incroyables de tous les continents, avec un message d'urgence. On a plus de 10 ans pour changer notre façon de vivre. Dans 10 ans, il y aura une inertie qui va se faire, on ne pourra plus revenir en arrière. Ce que j'essaie de dire dans ce film, c'est qu'il est trop tard pour être pessimiste, qu'on a besoin d'action et qu'on a besoin de tout le monde. Et que la solution est dans les 6,5 milliards de cerveaux d'êtres humains. Le film sera diffusé sur France 2 et dans le monde entier le 5 juin prochain, du Champ de Mars à Central Park. Il sortira en même temps au cinéma, sur Internet et en DVD, gratuitement ou à prix coûtant, pour toucher le maximum de public. On ne veut pas croire ce que l'on sait. Donc l'idée, c'est d'essayer de convaincre les gens à travers les images, à travers la beauté qu'amène la Terre. Pendant 2 heures au cinéma, ou 1h30 pour les autres versions, le film pointe l'impact énorme qu'exerce l'homme sur son environnement, mais montre aussi qu'il y a encore de l'espoir et qu'il revient à chacun d'entre nous de changer la donne. Voilà, le 5 juin donc. Du football, c'est l'annonce du jour. Didier Deschamps revient à l'OM. L'ancien capitaine de la grande époque, celle de la Coupe des clubs champions en 93, entraînera Marseille la saison prochaine pour 2 ans. Il succédera donc à Eric Guéretz qui n'a pas souhaité prolonger son contrat. C'est avec une grande fierté que je reviens à Marseille, dit-il. Il a précisé qu'il ne ferait pas d'autres commentaires avant la fin du championnat par respect pour le travail d'Eric Guéretz et de son équipe. Et puis, changement d'entraîneur également au Paris Saint-Germain. Le club confirme le départ de Paul Le Guen en poste depuis janvier 2007. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, une avancée importante dans la lutte contre la grippe A en France. L'Institut Pasteur a mis au point un test de détection rapide. Il ne faut plus que 12 heures désormais pour être fixé. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. 20h35, un téléfilm inédit. La mort n'oublie personne. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.